7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une polémique qui a agité le monde politique au début de la semaine avec en fond de décor cette question: avoir un enfant est-il un plus pour un politique ? Oui, stupeur et tremblement, comme dira Amélie Nothomb. Un propos de Guillaume Pelletier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 CNews a déclenché une vague d'indignation. Alors je cite son propos: Marion Maréchal est maman de 2 petites filles et ça compte beaucoup. Guillaume Pelletier ajoute, je cite encore, être assez gêné par cette nouvelle mode, cette tendance des politiciens à ne pas avoir d'enfants. Il cite à titre d'illustration Emmanuel Macron, Gabriel Attal, mais aussi les têtes de listes européennes, Bardella et Bellamy. Pour lui, c'est encore une citation: à l'heure où la natalité est en berne, la politique familiale est attaquée, avoir des enfants est un message politique. Alors il précise quand même le dire sans jugement et avec beaucoup de délicatesse. Pour lui, ce n'est pas un moins de ne pas en avoir, mais un plus d'en avoir. Et de commenter, de justifier: avoir des enfants, c'est la garantie de sérieux, de concret, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. C'est la certitude que la valeur de transmission va la porter sur la valeur de l'ambition. C'est la garantie, conclut-il, qu'on pensera davantage à la prochaine génération qu'à la future élection. Alors, selon vous, ce qu'a dit Guillaume Pelletier peut être jugé blessant, mais pourtant c'est vrai. Oui, on peut trouver en effet le propos, en dépit des précautions oratoires, maladroit et potentiellement blessant pour les personnes nommément citées, car il fait fi des raisons intimes qui sont parfois de grande souffrance. Vous savez, on citait souvent l'ancienne première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, et on l'a citée parmi les dirigeants sans enfants. Et puis on avait appris qu'elle avait fait jadis une fausse couche qui l'avait beaucoup meurtrie. Mais la politique n'a jamais été le lieu le plus charitable du monde. Et par ailleurs, si aborder la vie privée est interdit en politique, il faut que cette règle soit appliquée dans tous les sens et en toutes circonstances. N'oublions pas que c'est Gabriel Attal lui-même qui a évoqué son homosexualité dans un contexte totalement hors sujet à l'Assemblée lors c'était quoi son discours C'était son discours sur la politique générale, je crois. Exactement, son discours de politique générale. Je cherchais le mot il y a quelques jours. Et au fond, ce qu'assène Guillaume Pelletier est-il fondamentalement faux? Alors, c'est vrai que les noms d'oiseaux fusent de partout, en particulier du RN. Je peux citer le député du Gard, Pierre Meurin, qui jette sur X, anciennement Twitter: c'est totalement bidon, blessant et ridicule. Jordan Bardella n'a que 27 ans, il se donne à fond pour son pays. Louis XIII n'est devenu père de Louis XIV qu'à 28 ans, il était pourtant un grand roi. Alors, difficile, bien sûr, de faire grief à un jeune homme de 25 ans de ne pas encore avoir d'enfant. Mais puisqu'on répète à l'envi que la jeunesse est un atout, on l'a répété pour Gabriel Attal, on le répète pour Jordan Bardella, n'a-t-on pas le droit de dire qu'en revanche, le manque d'expérience en est le revers? Ouais. Or, il se trouve que la parentalité est une incomparable expérience empirique. Et là, je vais citer Marine Le Pen, une expérience empirique qui vous enracine et vous oblige à prévoir l'avenir, vous force à ne pas travailler pour votre bien-être à vous, qui vous oblige à prendre des décisions qui s'inscrivent dans le temps long. Et donc, je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, mais Marine Le Pen, à l'auteur du livre Femmes dirigeantes, comment elles ont osé, qui était publié chez Plomb en 2022. Et du reste, Marine Le Pen use légitimement de ce statut personnel pour faire campagne. Vous voyez, par exemple, à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loire, en 2022, c'est en, je cite, mère de famille que Marine Le Pen s'est posée pour défendre les plus vulnérables. Une posture rassurante que lui éthérise, encore une fois légitimement, sa situation personnelle. Et on peut citer encore Nicolas Sarkozy dans le livre Chérie, j'ai rétréci la droite de chez Robert Laffont. Il avance quant à lui que le manque d'autorité d'Emmanuel Macron serait lié au fait qu'il n'a pas d'enfant. Alors, est-ce qu'on a le droit d'aborder ces questions ou est-ce qu'elles sont tabous? Mais vous savez, quand Gabriel Attal affirme qu'ayant étant lui-même harcelé, il comprend les enfants qui le vivent, il s'avance un peu. Parce que si jeune soit-il, il fait référence à l'école d'il y a 20 ans. Et la dégringolade est si rapide en France que le harcèlement d'aujourd'hui n'est pas comparable à celui d'hier. Il faut être parent pour en prendre la mesure. Alors, selon vous, toujours, cette infécondité collective de nos dirigeants signe à la fois un symbole et un malaise? Oui, si individuellement l'infécondité de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui prétendent nous gouverner ne veut rien dire, parce qu'encore une fois, il n'y a que des histoires singulières, elle est collectivement chargée de sens. D'abord pour le symbole. La natalité en berne de nos pays européens et de leurs dirigeants est révélatrice d'un état d'esprit. Même si, encore une fois, chaque histoire est singulière,
un état d'esprit où la vie de famille, la procréation, l'envie de transmettre ne sont pas les priorités. Donc, comme leur nation, eh bien, nos dirigeants semblent accepter de disparaître sans postérité. Et elle est chargée de sens aussi pour le malaise qui en résulte. Mm. Vous savez, alors que l'horizon est si chaotique que les peuples ont la certitude un peu plus forte chaque jour qu'une élite décide de leur avenir et donc de celui de leur progéniture sans le consulter, il y a comme une présomption, d'après moi, le déluge. Vous savez, c'est un peu comme quand on disait que les boomers qui est retraités, qui avaient voté massivement pour Macron, finalement décidaient de l'avenir de la jeunesse et notamment de l'avenir des retraites de la jeunesse. Et Mm. ça a choqué un certain nombre de Français. Eh bien, mutatis mutandis, c'est un peu la même chose. Et quand en 2015, celle qui bizarrement, paradoxalement, avait été surnommée Mouti Merkel, Maman Merkel, a ouvert la voie à une immigration massive en Europe par la route syrienne, avec son célèbre Wir schaffen das, nous y arriverons, eh bien, c'est l'avenir des enfants qu'elle n'a pas, qu'elle a obéré. Alors, quand même, hein, il faut quand même rappeler que mieux vaut un bon célibataire qu'un mauvais père de famille. Rappelons que François Hollande avait 4 enfants. Merci pour cette précision, Gabriel Cluzel. Il nous reste allez, 3 minutes. C'est un tout autre sujet, l'hommage aux victimes du Hamas. Vos journalistes étaient présents. Ils ont capté quelques images de l'arrivée notamment de deux députés LFI, Manuel Bompard et j'ai oublié Raquel Garrido. Donc, enfin bon. Peu importe à la rigueur. Mathilde Panot. Et Mathilde Panot, oui, ils se ressemblent tous. Sous les huées, sous les insultes, est-ce que vous aussi, vous considérez que leur présence était indigne et comment analysez-vous justement le fait qu'ils aient insisté pour venir alors que ça fait des semaines, des mois qu'ils prennent, entre guillemets, la défense quand même du Hamas? Oui, nous avions Jordan Florentin et Inès Chopard, deux de nos journalistes qui étaient sur place et ils ont été très impressionnés par les huées et les noms d'oiseaux qui ont accueilli les membres de la France Insoumise. Vous savez, certains les comparaient, alors c'est un peu exagéré parce que LFI ne portait pas les armes du Hamas, à Jonathan Daval, aux larmes de crocodile de Jonathan Daval lors de la marche blanche pour son épouse Alexia, qu'a priori il venait de tuer. Donc c'est vrai que ça a été vécu comme une cynique provocation. C'est vrai qu'ils ne donnent pas, ils ne tiennent pas les armes du Hamas, mais ils donnent des armes sémantiques, si j'ose dire, des armes idéologiques au Hamas, mais surtout à tous ces turiféraires, tous les gens qui le soutiennent sur notre sol et qui embrassent dans le mot colon aussi bien l'israélien que le français qui a colonisé jadis l'Afrique ou l'Algérie. Vous savez que je le répète souvent, mais je suis très frappée par la similitude du mode d'action du Hamas en Israël et de certains massacres en Algérie comme celui de Philippeville. D'ailleurs, je l'ai appris Mm. récemment, il y a assez peu, mais lors de ce massacre, le FLN avait crié Allah Akbar. Donc, c'était au même cri. Alors, c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que la France insoumise va se remettre politiquement de cette affaire? Vous savez, le cardinal de Retz disait on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et bien, Mm. sur ce sujet, la France insoumise, après le 7 octobre, est sortie dans l'ambiguïté. Elle a décidé de jouer la carte de l'électorat de substitution que sont les banlieues. Est-ce qu'elle en tire en profit? On peut imaginer que, arithmétiquement, au vu de l'évolution démographique, ce pourrait être possible. Mm. Le problème, c'est que beaucoup de politologues disent que les banlieues qui aujourd'hui ne votent pas beaucoup ne voteront pas nécessairement pour la France insoumise, même si elle leur fait les yeux doux, parce qu'ils attendent un candidat issu de leur propre rang. Ah Donc ouais. le calcul n'est pas forcément gagnant. Mm. Ce qui peut venir assez rapidement. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel. On vous Merci retrouve Maud. la semaine prochaine à la même heure. Entendu, merci beaucoup.